IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, épreuve d'histoire géo, série S, le premier sujet, des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, quelle était l'intro possible sur ce sujet ? Alors, c'est directement une référence au thème 2 intitulé « Les dynamiques de la mondialisation ». Dans l'introduction, il sera nécessaire de définir rapidement certains concepts. Déjà, définir le fait que la mondialisation est un processus qui hiérarchise les territoires et à partir de là, évoquer les différents types de territoires. La triade, les pays émergents, les BRICS, les PMA seront les différentes notions sur lesquelles il faudra appuyer dans l'introduction. La problématique idéale, quelle typologie des territoires peut-on établir en fonction de leur inégale intégration dans la mondialisation ou sous une forme peut-être un peu plus simple, quelles sont les caractéristiques des pôles et espaces majeurs de la mondialisation et des territoires restés en marge. Alors ça, c'était l'intro, la première partie. Première partie, les territoires intégrés à la mondialisation. Tout d'abord, définir dans une première sous-partie les centres d'impulsion de la mondialisation. La triade. Qu'est-ce que c'est que la triade ? Elle concentre l'essentiel des pouvoirs économiques et politiques du monde. 70% du commerce mondial, 60% de l'industrie, 80% de la capitalisation boursière et 80% des budgets de la recherche et du développement. Puis, après la triade, les périphéries intégrées, qui fournissent des matières premières, minières, agricoles, énergétiques. Elles fournissent aussi la main-d'œuvre, bon marché. Parmi eux, les dragons, la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan, mais considérés désormais d'ailleurs comme appartenant au Nord, ainsi que les tigres, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, devenus aujourd'hui des NPIA, soit des nouveaux pays industrialisés asiatiques. À côté de cela, sont aussi à associer les pays fournissant des matières premières, et notamment les pays fournissant des matières énergétiques, comme ceux de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Enfin, les puissances émergentes, qui, par leur superficie, leur importance démographique, leur poids économique ou militaire, influent sur le monde. Ce sont les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Deuxième sous-partie, les lieux attractifs. On assiste ces dernières décennies à une sorte de DIT, Division internationale du travail, qui s'opère. De nombreuses activités de production ont été délocalisées des pays du Nord vers les pays du Sud, vers les pays émergents ayant une main-d'œuvre bon marché. Les pays du Nord se concentrant désormais sur l'industrie plus en rapport avec la haute technologie. Deuxième temps. Alors justement, là on passe à la deuxième partie. Les territoires en marge de la mondialisation et définir dans une première sous-partie le mal-développement. Le mal-développement, c'est-à-dire ceux qui freinent l'intégration dans la mondialisation de nombreux États. Ces États cumulent des facteurs répulsifs aux investissements des FTN, des manques d'équipement, de l'instabilité politique, de l'instabilité aussi sur le plan politique, et ainsi qu'une extrême pauvreté. Tout cela dissuade les FTN d'investir dans ces lieux. On peut considérer certains de ces espaces comme des marges évitées. Ce sont des espaces qui n'ont pas de ressources naturelles, qui sont isolés géographiquement parlant. On parle notamment des PMA, les pays les moins avancés, qui sont globalement une quarantaine d'États qui n'accueillent que 2% seulement des IDE, des investissements directs à l'étranger, dans le monde. Ce sont parfois aussi des pays qui sont rejetés pour des raisons diplomatiques. C'est le cas du Myanmar, de Cuba, de la Corée du Nord. Ou bien encore ceux qui sont en proie à l'instabilité politique, dans la Corne de l'Afrique ou en Afrique subsaharienne. On a une approche dans ce deuxième temps multiscalaire, plusieurs échelles. On constate un mal-développement, des inégalités de développement à l'échelle de la planète, mais aussi à l'intérieur des États. La mondialisation renforce, disons, les disparités spatiales dans le nord comme dans le sud. On a ce qu'on pourrait considérer comme des angles morts, des régions qui sont isolées géographiquement, qui sont éloignées des centres d'activité, qui sont éloignées généralement des littoraux et qui ne bénéficient pas des flux de la mondialisation. Troisième sous-partie, la mondialisation renforce aussi les inégalités sociales à l'échelle des États. On constate dans les pays émergents une certaine émergence de près de 200 millions de personnes, par exemple en Chine, alors que près d'1 milliard de Chinois continuent à vivre dans des conditions extrêmement difficiles. En parallèle, on a aussi, dans les pays du Nord, une situation qui se rapproche, avec la montée des inégalités socio-spatiales, notamment dans les banlieues ghettoisées, où se concentrent généralement des exclus, et des petits revenus et beaucoup de populations d'origine immigrée, qui sont généralement en grande difficulté. Alors là, vous avez quand même une troisième partie aussi. Tout à fait. Alors, en 3, les espaces moteurs de la mondialisation. On va constater qu'il y a avant tout des métropoles qui sont à la tête de cette mondialisation. Définir tout d'abord ce qu'est la métropolisation, le processus de forte concentration des hommes et des fonctions les plus stratégiques dans les villes.
Ces métropoles, ce sont des espaces moteurs. Elles cumulent les marques de puissance. Elles sont à la fois des pôles industriels, des pôles financiers, des lieux de circulation des hommes, des richesses, des informations. Ce sont aussi les pôles de commandement économique et politique, pour la plupart de grandes puissances. Les 20 principales métropoles, c'est très éloquent, concentrent 85% des flux financiers, 70% du trafic aérien mondial. Parmi ces métropoles, certaines sont en plus au-dessus du lot. Ce sont ce que l'on appelle les villes globales, les villes aussi dénommées comme mondiales. C'est le cas de Tokyo, c'est le cas de New York, c'est le cas de Londres, c'est le cas de Paris. Ces villes mondiales cumulent les facteurs de puissance et concentrent l'essentiel des sièges sociaux. À côté de cela, il y a d'autres espaces qui sont aussi aujourd'hui de plus en plus convoités, de plus en plus valorisés. Ce sont les espaces maritimes. Ce sera notre ultime sous-partie. Les espaces maritimes représentent aujourd'hui les 2/3 globalement de la surface terrestre, mais concentrent 90% des échanges économiques mondiaux. Produits manufacturés, énergie, produits agricoles se font par voie maritime. Ce processus ne cesse de progresser. On peut considérer que le commerce maritime a été multiplié par 7 à travers les porte-conteneurs depuis 20 ans. Voilà, évoquer la littoralisation, évoquer les grandes façades maritimes aussi, les zones économiques spéciales, notamment sur le littoral chinois. Constater aussi qu'il y a une sorte de basculement du pouvoir économique de l'Atlantique vers le Pacifique. Et puis rappeler aussi qu'aujourd'hui, désormais, les 10 principaux ports mondiaux sont des ports situés sur le littoral oriental de l'Asie. Enfin, ne pas oublier d'insérer, si possible, dans une sous-partie, un schéma portant sur le développement global des États sur la planète. Et enfin, en conclusion, rapidement. En conclusion, bien rappeler donc globalement les inégalités qui sont à l'échelle à la fois mondiale, mais aussi à l'intérieur des États, mais aussi à l'intérieur même des villes. Pourquoi pas. Cher professeur, je vous remercie. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres corrections écrites sur mcetv.fr. Au revoir. IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous a présenté les corrigés du bac.